Alors on teste un peu les micros parce qu'on n'a pas pu les tester tout à l'heure. Thomas, tu veux parler un peu? Bonjour, enchanté. Voilà. Ça va bien là-bas avec le son? C'est parfait, alors on y va. Bonsoir, merci d'être là. Je ne vous présente pas Thomas Ostermayer, je pense que vous le connaissez tous. Ce soir, la rencontre est plus particulièrement consacrée et liée à l'actualité du répertoire et de la salle Richelieu en ce moment. Enfin, dès que nos comédiens seront rétablis, à Shakespeare et la relation de Thomas à Shakespeare. Alors, c'est une relation ancienne parce que on peut lire dans le petit édito qu'Éric Ruff a écrit pour le dossier de presse du spectacle, Le Roi Lear, que tu lui aurais confié que tu as commencé à réfléchir au Roi Lear à l'âge de 16 ans. Est-ce que c'est vrai? Bon, on y reviendra. C'est vrai. Voilà. Et pourtant, à ta sortie de l'école Ernst Busch, le premier spectacle par lequel tu t'es fait connaître était un Brecht, était Tambour dans la nuit. Et ensuite, il faut quand même attendre 12 ans pour que le premier Shakespeare arrive. Et il arrive en 2006 avec Le songe d'une nuit d'été, qui est une mise en scène en collaboration avec une chorégraphe. On y reviendra. Mais entre-temps, il y a tout ce répertoire qu'on te connaît et qui comprend les années de la baraque avec les Anglais, avec Sarah Kane, Ravenhill, toute cette nouvelle vague de new angry girls and boys que tu montes, mais aussi Carol Churchill, Martin Crimp. Il y a des Américains, il y a Richard Dresser, il y a Eugene O'Neill, il y a George F. Walker, il y a Tennessee Williams. Il y a des Allemands, évidemment. Et ça va de Büchner à Roland Schimmelpfennig ou à ton dramaturge Marius von Mayenburg, que tu as beaucoup monté. Mais évidemment aussi Brecht, mais Wedekind aussi, Gerhard Hauptmann, Marie-Louise Fleisser, Franz Xaver Kreutz, Büchner, Fassbinder. Et il y a un Belge, il y a Maurice Maeterlinck, il y a un Suédois, et pas n'importe lequel, Lars Norén, qu'on connaît aussi dans cette maison, on a un spectacle de lui, et bien sûr des Norvégiens, et le plus grand d'entre tous, qui est Ibsen, que tu as beaucoup monté, mais aussi un contemporain qui est Jon Fosse. Et tu dis, dans cet excellent livre que je vous recommande et qui est en vente là-bas, c'était le quart d'heure promotion, voilà. Je ne tiens pas à mettre Shakespeare sur le piédestal d'une universalité éternelle. Ce qui compte surtout pour moi, c'est qu'il soit le plus difficile. Alors ma première question, c'est est-ce qu'il faut attendre 12 ans de pratique de mise en scène pour s'attaquer à Shakespeare? Est-ce qu'il faut passer par tous ces autres auteurs? Et si oui, lesquels? Plutôt Brecht, plutôt Ibsen, plutôt Ravenhill, plutôt... Et est-ce que c'est la pratique de ton exercice de pouvoir qui est le rôle d'un directeur, qui est aussi le patron d'une grande maison de théâtre, qui était indispensable pour ça? Non, je ne dirais pas forcément indispensable d'être directeur d'une maison pour monter Shakespeare, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs rencontres avec des grands, si on peut dire ça, des grands journalistes. Il y avait un très important journaliste qui s'appelait Critique du théâtre,
qui s'appelle Gerhard Stadelmeier. Et lui, c'est un peu le dieu de la critique allemand. Il était, parce que maintenant il est à la retraite. Et puis je lui ai rencontré en 2000, grâce à un accueil de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et c'était à l'époque où j'ai commencé à la Schaubühne. Et lui, il était complètement frustré par le fait que je monte que des pièces contemporaines. Dans la plupart du temps, entre autres Lars Norén, avec qui je fais l'ouverture de la Schaubühne en 2000, la re-ouverture au moment où nous avons pris la direction artistique. Je dis nous parce que c'était avec Sascha Waltz. Et puis il m'a demandé pourquoi tu montes pas, pourquoi vous montez pas, Monsieur Ostermayer, pourquoi vous montez pas des grands classiques, pourquoi vous montez pas Shakespeare. Et je lui ai répondu que je veux attendre jusqu'à l'âge de 40 ans. Qui n'était pas une blague, c'était sérieux. Et là, je viens comprendre que j'ai eu 38. 2006, quand monté, donc j'étais un peu en avance, mais c'était une production assez spéciale qui a eu à voir aussi avec Marius von Meyenburg, qui m'a proposé de faire ça, parce que je voulais faire une collaboration avec Constanza Macras, une grande chorégraphe argentine qui habite Berlin. Et puis Marius il m'a dit, tiens, dans la danse, il s'agit toujours d'un homme et d'une femme qui sont attirés l'un de l'autre, et en même temps il y a le refus, il y a la catastrophe dans les relations amoureuses. Donc il m'a dit la meilleure pièce pour cette collaboration, ça serait une coproduction danseurs et acteurs avec le sens de nudité. Mais j'avoue que c'était bien d'attendre, de monter Shakespeare. Il est bien sûr l'auteur le plus difficile, encore aujourd'hui pour moi. Et c'est pour ça que maintenant je presque pas d'intérêt à des autres auteurs. Donc la plupart du temps, j'ai envie de monter Shakespeare. Et là, par exemple, la mise en scène du Roi Lear, j'aimerais beaucoup continuer le travail. Et j'ai tout le temps, pendant la répétition, même la soirée de la première, j'ai dit aux acteurs que je adorerais de encore continuer pendant 2-3 mois ou même plus. Comme un chantier qui se... Oui, parce que... qui se répète. Le phénomène avec Shakespeare, c'est qu'à chaque fois, quand tu reviens dans la salle de répétition et tu reviens sur une scène qui t'a déjà montée il y a 2 semaines, tu te rends compte que tu t'es complètement trompé et que tout était faux, ce que tu as cru comprendre de l'auteur. Et aussi que après, moi je compare ça toujours avec un couloir avec plusieurs chambres. Donc quand tu commences, tu entres la première chambre et tu te dis tiens, c'est la chambre qui parle de cette scène. Et après, quand tu reviens, tu te rends compte qu'il y a une 2e chambre, il y a une 3e chambre, il y a une 4e chambre, et en fait, c'est infini. Il y a une autre image aussi que tu évoques quand tu parles de Shakespeare. Tu dis, les scènes de Shakespeare sont comme des dés en verre. Il y a 1 ou 2 ou 5 ou 6 côtés par lesquels on peut les regarder. Cet éclat multidimensionnel, là est toute la beauté, mais aussi le défi. Et le reste est très simple. Je me dis que puisque j'ai tous ces comédiens formidables, pourquoi m'ennuyer pendant le travail
alors on prend ce qu'il y a de plus difficile et on monte Shakespeare. Oui, ça c'est vrai. Au bout d'un moment, là j'ai appris dans un autre livre que j'ai vu là-bas qui vient de sortir il y a 6 mois. Et l'auteur qui est Delphine Eddy, elle a fait le compte et elle a compté que j'ai déjà monté 70 pièces. Et puis je me suis dit, oh waouh, je ne savais même pas moi-même. On est étonné parfois. Et maintenant je comprends beaucoup mieux qu'au bout d'un moment, quand on a un certain, je dirais pas forcément savoir-faire, mais une certaine habitude d'être dans une salle de répétition, on a envie des plus grands enjeux dans une salle de répétition, des plus grandes difficultés dans une salle de répétition, parce que sinon on s'ennuie trop. Et les défis qu'il y a avec les textes de Shakespeare sont à un point que on ne s'ennuie pas du tout. On se rend compte à chaque répétition de sa propre niveau de stupidité. Ok, alors j'insiste peut-être pas, ou peut-être si j'insiste un petit peu. Pourtant, entre tes Shakespeare, tu reviens quand même encore à ton idole Ibsen. Comment fonctionne cet équilibre Ibsen-Shakespeare dans la continuité de ton travail? Ibsen, c'est un seul registre. Ce sont des pièces réalistes, des pièces de chambre dans la plupart du temps. Donc, toutes les pièces de Ibsen qui sont célèbres, il a écrit des autres, mais personne ne les connaît. Mais les pièces qu'on connaît, ce sont des pièces de chambre. Donc, des pièces avec 4-5 personnages qui se retrouvent dans une situation de famille la plupart du temps, avec des relations familiales, avec les spectres qui viennent du passé et qui essayent de résoudre cette problème du passé, mais ça reste des pièces réalistes, scéniques, concentrées sur les dialogues. Et donc, Ibsen était peut-être l'idéal pour écrire des scénarios pour les films aujourd'hui. Mais Shakespeare, c'est complètement autre chose. Et le défi avec Shakespeare, c'est qu'il a tant de registres sur lesquels il joue. Donc il y a des scènes comiques, complètement comiques, qui sont un grand défi. Là, j'ai la chance de travailler avec Stéphane Varupen à chaque fois quand il y a un fou dans les pièces. Et il faut vraiment des acteurs très doués pour donner à la rôle du fou une qualité. Parce que le fou dans les spectacles de Shakespeare, ce sont les plus intelligents. Bien sûr. C'est les seuls qui ne sont pas fous, en fait. Les seuls qui ne sont pas fous et ceux qui ont un regard intellectuel sur les choses qui se passent dans la pièce et des jeux de mots et des côtés philosophiques, intellectuels. Et pour ça, il faut des gens super intelligents. Bien sûr. Parce que sinon, ils ne savent pas eux-mêmes de quoi le personnage parle. Oui, bien sûr. Donc il y a le comique, il y a aussi la poésie, donc des métaphores, de la littérature poétique très profonde, parce qu'il s'agit d'un entretien sur Shakespeare. Je vais faire un petit à part sur le Globe Theatre, parce que les pièces de Shakespeare étaient écrites pour le Globe et les meilleures places dans le Globe, c'était là où il y avait l'aristocratie, c'était
les places deuxième balcon derrière la scène. Pourquoi? Parce que là, il y avait l'écoute le plus fort. C'est là où on a tout écouté. Donc c'était au contraire de notre culture actuelle qui est une culture complètement basée sur le visuel. Ça, c'était une culture complètement basée sur le texte, sur l'oreille. Donc le plaisir de voir ou d'écouter ou d'aller voir une pièce de Shakespeare, c'était le plaisir d'écouter les rimes, les paroles, les personnages et de s'amuser, de prendre le plaisir des métaphores poétiques ou de la qualité poétique. Après, il y avait, parce que toutes les classes sociaux étaient représentées dans le globe, donc il y avait ceux qui étaient debout en bas, qui sont venus pour les bagarres, pour les scènes d'épée, pour les fous, pour les scènes, les histoires de la revanche. Donc, dans l'écriture de Shakespeare, il y a tout ça à l'intérieur des pièces. Donc, quelque chose qui parle aux gens qui sont debout, quelque chose qui parle aux gens qui sont à l'écoute. Et dans cette dimension, dans ce paramètre, il faut être assez... il faut être capable de jouer, de traiter tous les différents registres. Et oui. Et c'est ça qui m'amuse le plus. Je dis je ne sais pas si je dis ça dans ce livre-là, mais dans un autre livre, je dis que Shakespeare, c'est post-dramatique avant la lettre. Je sais bien que la notion de la post-dramatique, du théâtre post-dramatique, c'est pas assez connu en France, mais en Allemagne, c'est les discours le plus important. Et puis moi, j'ai l'impression que Shakespeare, il a travaillé sur ce niveau-là déjà à l'époque élisabéthienne. Donc, il y avait une dramaturgie fragmentée, dans le sens que ils sont fous du temps, par exemple. Il n'y a pas forcément une chronologie. Par exemple, dans Othello, ils arrivent en Grèce à un moment où, dans un jour, à l'époque, on ne pouvait pas prendre le bateau de Venise pour arriver en journée en Grèce. Et donc, il y a beaucoup de contradictions dans la chronologie des scènes. Mais pour lui, c'était, dans les autres pièces aussi, c'était pas son sujet le plus important dans sa dramaturgie. C'était plutôt quelque chose qui s'est passé dans sa tête, et encore plus important, ou une chose que je n'ai pas encore mentionnée, c'est l'adresse au public. Ça aussi, on va y revenir en parlant des C'était un théâtre où il y a cette notion du quatrième mur n'existait pas encore. Et nous, parce qu'on est grandi dans la culture télévisionnelle, cinéma, la plupart des metteurs en scène qui travaillent essayent de restituer cette expérience qu'on a quand on regarde une histoire sur l'écran. Mais la force et la beauté du théâtre élisabéthien, du théâtre de Shakespeare, c'est un théâtre qui parle directement au public. Donc, tous les monologues qui existent dans les pièces de Shakespeare sont en vrai, pour moi, des dialogues avec le public. Et c'est pour ça aussi que je introduis à chaque fois des moments d'improvisation où les acteurs improvisent avec le public, et dans les meilleurs des cas,
les deux représentations qu'on a eues jusqu'à maintenant avec le Roi Lear, il s'est adressé au public et il y avait une réponse dans la salle. Donc, à chaque fois, j'ai dit, c'est l'indication de base quand on travaille un monologue, ici à la Comédie Française avec les acteurs, monologue Shakespeare, je dis à chaque fois, au bout d'un moment où on s'est mis d'accord sur l'attitude dans laquelle il faut faire cette monologue, je dis, dans le meilleur des cas, le public va répondre. C'était le cas aussi dans La Nuit des Rois. Oui, dans La Nuit des Rois aussi. La présence du micro est importante dans la scénographie. Oui, la présence du micro, ça a à voir avec le fait que nous, dans notre culture à nous, ce côté s'adresser au public et rentre dans un contact direct, ça on connaît dans notre culture, dans le stand-up comedy. C'est pour ça que je travaille pas mal avec ça, mais aussi il y avait par exemple Noah Morgenstern dans le rôle de Edgar, il y a un monologue sans micro et les gens répondent. Et pour moi, c'est peut-être la chose la plus importante dans mes mises en scène de Shakespeare et la fascination parce que c'est là où il y a la grande différence entre la narration cinématographique et télévisionnelle avec le théâtre, avec les pièces de Shakespeare. Et c'est là où il y a la beauté. Parce que quand le public répond ou quand il y a un vrai dialogue avec le public, ça montre que ça se passe à l'instant, dans ce moment. Et ça montre aussi que ça ne va pas se refaire le jour d'après. C'est à chaque fois différemment, c'est à chaque fois quelque chose de nouveau dans le meilleur des cas. Et le public se rend compte que ça se passe devant ses yeux à l'instant. Et s'il y a un avantage entre le cinéma et le théâtre, c'est là. Ouais. Et c'est aussi pour ça certainement que ce qu'on avait dans le théâtre du Globe, qui était la présence d'un public à l'arrière pour entendre, on pourrait presque dire que fait écho à ça cette idée de la passerelle qui traverse l'orchestre et qui permet justement aux acteurs de s'engager dans la salle et d'être encore au plus près du public. Tout à fait. La passerelle, à chaque fois que je montais ici un Shakespeare, Salle Richelieu, j'ai pris la décision de réintroduire la passerelle parce que on a l'impression que tout ce que se passe dans la narration de la pièce se passe entre les gens, avec les gens, et qu'il n'y a pas une rupture entre la scène et la salle. Et cette quatrième mur, c'est... mais là, ça devient un peu académique peut-être. Quatrième mur, c'est à mon avis, il y a pas mal de scientifiques de théâtre qui disent la même chose, c'est une invention de la société bourgeoise. C'est le théâtre du 19e siècle. Ouais. Où il n'y a plus cette joie de la communication avec la salle, où il y a l'âme ou la psychologie qui devient de plus en plus importante. Donc c'est un théâtre qui, dans la littérature, dans tous les cas, le théâtre shakespearien, c'est un théâtre politique. Dès que le théâtre du 19e, théâtre bourgeois, c'est un théâtre psychologique. Ça ne veut pas dire que dans les personnages, dans les relations des pièces Shakespeare, il n'y a pas de la psychologie. Absolument, on y reviendra. Là, il faut peut-être à cet endroit-là rendre un tout petit peu, pour fermer la parenthèse Ibsen, justice à Ibsen, dans la mesure où c'est pas que des théâtres de chambre, il y a quand même Peer Gynt. On ferme la parenthèse. Non, je veux dire, c'est pas du théâtre de chambre, c'est du théâtre. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ah oui. Non, mais j'allais te poser mais ça traite la question
Ouais, du destin de l'homme. C'est la sentimentalité d'un bourgeois qui a sacrifié les relations amoureuses, les relations avec sa mère. Il a sacrifié ça pour son propre narcissisme. Il a sacrifié ça pour gagner beaucoup d'argent, pour la colonisation riche et célèbre. Donc, ça traite, malgré tout, je suis d'accord, Per Gynt, c'est un phénomène dans l'écriture de Ibsen assez spécial, mais ça traite les questions de la bourgeoisie fin du 19e siècle qui se retrouve dans une situation de concurrence dans le marché capitaliste, dans un monde où... Ton micro qui ne marche pas. Le micro ne marche plus. Je prends ça parce que j'ai enlevé ma veste. Enlevé sa veste. Donc je prends celui micro-là. Voilà. Ok. Bon, on ferme la parenthèse Ibsen. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le travail poétique, enfin la poésie chez Shakespeare. Il me semble qu'à chaque fois que tu as monté un Shakespeare, tu as demandé une nouvelle traduction. Souvent, d'ailleurs, la traduction est signée Marius von Mayenburg, qui est par ailleurs un de tes dramaturges à la Schaubühne, qui est lui-même auteur, et lui-même aussi metteur en scène d'ailleurs. Mais est-ce que c'est important de recourir à une nouvelle traduction, et est-ce qu'elle est un support pour ton travail d'imagination sur la mise en scène? Pourquoi des nouvelles traductions à chaque fois? Et ensuite, on va entrer un peu dans le processus d'adaptation, etc. À mon avis, le travail d'un metteur en scène, ce n'est pas un travail d'imagination. Ok. D'abord. Là, je pense qu'il y a un grand défaut dans la formation ou dans l'idée de ce qu'un metteur en scène fait. Un metteur en scène, dans les meilleurs des cas, il répond aux questions qui sont posées par l'espace, la musique, les acteurs, le texte, les costumes, le monde esthétique qui est devant lui. Donc, dans les meilleurs des cas, un metteur en scène, c'est quelqu'un qui est super ouvert et qui a des antennes dans l'espace, sur l'ambiance, dans une salle de répétition avec les acteurs, et il doit être super ouvert et super attentif à tout ce qui se passe dans la salle de répétition. Et si tu t'es dit, tiens, aujourd'hui je vais aller dans la salle de répétition et je vais réaliser mon imaginaire, ma fantaisie que j'ai dans ma tête. Bien évidemment, ça empêche d'être ouvert parce que tu essayes de construire ce qui est dans ta tête, et puis tous les collaborateurs artistiques qui sont autour de toi, entre autres, et pour la chose la plus importante, les acteurs, tu les entends pas et ils sont pas avec toi dans un processus artistique et créatif. C'était un peu un à part sur l'imagination. Sur le texte et la nouvelle traduction. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Je ne peux pas m'imaginer de monter un texte de Shakespeare qui n'est pas dans une nouvelle traduction. Et pourquoi? Parce que chaque époque, chaque période, il y a un très bel texte de Herbert Ihring là-dessus. Qui était un grand critique de théâtre des années 20-30. Qui a dit et il a dit ça par rapport à la mise en scène de Jürgen Fehling, juste avant la prise de pouvoir des nazis en Allemagne. Il a dit chaque époque crée son propre Hamlet.
Donc, ça aussi, c'est une des grandes qualités de Shakespeare, qu'il nous a donné des lunettes, donc les pièces, à travers un peu mieux comprendre notre situation actuelle. Et bien évidemment, ça change à chaque fois avec la situation historique dans laquelle on se retrouve. Et encore plus important, Shakespeare, il a écrit blank verse, qui était une sorte de notation rythmique anglais. Et cette blank verse marche très très bien avec l'anglais, parce que l'anglais c'est un langage avec pas beaucoup de syllabes. Et donc, le contenu d'une phrase rentre dans le blank verse en anglais. Dès qu'il s'agit d'un langage comme le français ou comme l'allemand, on a du mal à faire rentrer le contenu d'une phrase parce qu'on a beaucoup plus de syllabes pour exprimer quelque chose. Ouais. Mais parce que le blank verse ou tous les vers sont rythmés sur les syllabes, quand on respecte le blank verse, on perd du contenu. Et ça fait que, je ne sais pas comment c'est dans le français, mais dans l'allemand, ça a fait que quand on lit ou quand on écoute les traductions classiques de Shakespeare, on ne comprend rien. On ne comprend pas de quoi ça parle. Parce qu'il faut toute une préparation scientifique pour comprendre où il a mis le verbe, où il a mis le noun, das Nomen, das Object. Parce que les traducteurs, ils cherchent, comme dans un puzzle, de rentrer tout dans cette verbe. Et si tu connais l'original, tu peux comprendre pourquoi il ou elle est arrivé à cette traduction-là. Mais si tu entends une phrase pour la première fois dans une salle de théâtre, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? On ne comprend pas de quoi il parle. Donc, moi, j'essaye avec mes mises en scène de Shakespeare, et j'ai l'impression qu'on a pas mal réussi avec le Roi Lear de rentrer dans tous les niveaux de la narration. Parce que quand on parle du Roi Lear, c'est deux pièces. C'est la pièce de Lear avec ses filles, et il y a une deuxième pièce, Gloucester et ses deux fils, Edmond, qui est une sorte de Richard III. Et encore plus, c'est une pièce de jalousie, deux filles, deux femmes qui sont amoureux du même homme, ils sont des sœurs. Et quand on entend pour la première fois Roi Lear, et quand on a vu des mises en scène de Roi Lear, dans les meilleurs des cas, les gens traitent, meilleurs des cas, dans le plus pire des cas, les gens traitent la folie du Roi Lear, mais ils ne traitent pas tous les autres fils de la narration, et comme ça, on ne comprend pas du tout pourquoi à la fin, le Roi Lear il est dans une prison avec Cordelia, pourquoi il est assassiné, quel est le but de Edmond à la fin de la pièce. Donc, on ne donne pas la profondeur de la pièce. Les différents niveaux, et on ne comprend pas d'où vient la folie, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Edgar, tout le monde veut jouer dans les grands ensembles des théâtres mondiaux. Quand on annonce le Roi Lear, je peux vous jurer, tous les jeunes acteurs masculins veulent jouer Edgar.
mais personne ne laissait pas le rôle dans la dramaturgie qui joue Edgar. Et pour vraiment apprécier la beauté de cette folie shakespearienne, donc c'est un fils banni qui doit se cacher et qui se cache derrière sa folie. Comme Hamlet d'ailleurs. D'ailleurs, comme Hamlet, je voulais dire la même chose. Tout ça, on ne comprend pas. Si on ne comprend pas les phrases, si on ne comprend pas le contenu des scènes, si on ne comprend pas la dramaturgie ou le plot, l'histoire de la pièce. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est fondamental d'avoir une nouvelle traduction. Et en plus, et ça m'est arrivé pas mal ici à la Comédie Française, donc les journalistes et critiques qui ont fait des interviews avec moi qui me disaient « mais dans l'original ». Dans l'original. Mais quand les gens parlent de l'original, ils parlent de la première ou la deuxième traduction de la pièce. Bien sûr. Mais la pièce traduite, c'est jamais l'original. Bien sûr. Jamais. Toi, tu travailles pas mal comme traducteur et tu sais qu'un traducteur, s'il s'agit d'un langage si complexe et si difficile et avec beaucoup de métaphores comme Shakespeare, tu dois prendre des décisions. Bien sûr. Et je donne une petite exemple pour faire comprendre. Première scène, Hamlet, Claudius qui a pris le pouvoir, il a assassiné son frère qui est le père de Hamlet. Et puis il demande pendant le mariage de Gertrude, donc ex-femme de son frère, il demande Hamlet, qui est un peu mélancolique et habillé en noir et qui n'aime pas du tout, et il ne sait pas encore pourquoi il n'aime pas ce mariage. Et donc il dit à son fils, il pose la question, « How about you, Hamlet, my nephew and my son ?» Et la réponse de Hamlet, c'est « I'm too much in the sun ». Donc, il y a, dans la réponse, il y a plusieurs niveaux de la réponse. « I'm too much in the sun », ça veut dire, si on reste trop long au soleil, ça rend fou. Oui. « I'm too much in the sun », je suis beaucoup trop près du roi, parce que le roi représente le soleil, le roi de soleil, Louis XIV. I'm too much in the sun, je suis trop dans le rôle d'un fils, je ne veux pas être ton fils. Wie sagt man denn? Stiefsohn. Ton beau-fils. Je ne veux pas être dans ton beau-fils. Donc, dans l'anglais, il y a trois dimensions dans la réponse. Le traducteur doit choisir. Bien sûr. Laquelle on va donner. On ne va pas te retrouver ni dans l'allemand, ni dans le français, les trois. Toi, je vois que tu es en train de réfléchir. Non, on ne va pas entrer dans ce débat-là, parce que c'est vrai que oui. Donc, on pourrait faire 2 heures rien que sur ça. Mais... Donc, il n'y a pas un original en français. Et encore pire, l'original anglais, je parle pas mal avec des gens du théâtre anglais, ils ne comprennent pas. Bien sûr. Ils ne peuvent pas suivre parce que c'est dans un ancien anglais, il y a beaucoup d'expressions qu'on ne comprend plus. Donc, dans le meilleur des cas, on ferait aussi aujourd'hui une traduction dans l'anglais contemporain. Oui, bien sûr. Et puis, tout chef-d'œuvre doit être traduit à chaque génération. Je veux dire, c'est impensable. La langue doit être la langue d'aujourd'hui. Et dans ton travail, pour la réception de la pièce d'ailleurs, parce que la pièce est représentée aujourd'hui avec des enjeux d'aujourd'hui. Toi, ton rapport au théâtre, c'est quand même un rapport... Toi, ce qui t'intéresse beaucoup dans ton travail, c'est le rapport à la réalité, c'est de toucher comme ça des nerfs sensibles
pour la réception des pièces à la plus grande échelle possible. Avec Hamlet, tu l'as fait parce que le spectacle de Hamlet, on y reviendra, il a vraiment, vraiment beaucoup tourné. À quel moment on reviendra à toutes les questions? Après, c'est la 5e fois que tu dis on reviendra. Après, c'est bientôt fini. Hein. Après, quand on reviendra, quand on ira boire un verre, suite de l'épisode au Nemours. Très bien, très bien. Non, je voulais dire, je peux répondre? Oui, sur la question de la réception, bien sûr. Oui, sur la question de la réception. Malheureusement, les réalités de Shakespeare s'approchent à notre époque. À un point où c'est désastreux et horrible. Parce que l'époque élisabéthienne, c'était une époque en crise. C'était une époque du sommet d'une première vague d'impérialisme. C'était une époque avec des batailles énormes, avec des morts, avec la violence dans la rue, dans les champs de bataille, avec beaucoup de morts. Donc, et en plus, c'était une époque où même les auteurs ont eu l'enjeu d'être assassinés dans un bagarre des bars de nuit. Marlowe. Donc Christopher Marlowe, qui certains disent qu'il a écrit certains dialogues dans les Richard III, il était assassiné dans un bagarre, dans un bar de nuit. Et quand on est... Et moi, je dis à tout le monde ici, il y a un seul conseil de lecture qui n'est pas un livre que moi j'ai écrit, mais c'est un livre de Stephen Greenblatt, qui est l'auteur le plus important pour comprendre Shakespeare aujourd'hui, et qui a écrit un livre extraordinaire. Il est dans la tradition, ou dans ce département qui s'appelle New Historicism. Donc c'est une sorte de science historique où les gens essaient de comprendre l'époque, pas seulement avec les rois, les aristocrates et ceux qui étaient au pouvoir, mais avec tout ce qui était autour, donc la vie quotidienne, la vie dans les rues, le quotidien, pour mieux comprendre les gens à cette époque-là. Et quand je cite Stephen Greenblatt, à l'époque, quand on était arrivé à Londres, on était forcé à traverser London Bridge. Et tous les gens, toutes les étrangères, tous les Anglais qui sont arrivés pour la première fois à Londres étaient forcés à passer par là. Et donc, sur cette pont, il y avait des lances. Il y avait des lansquenets, des gens avec des lances, oui. Avec des têtes. Des criminels, des traîtres, Ah oui, des lances, des hallebardes. Donc ça, c'était le bienvenu de la ville de Londres. Donc imaginez-vous dans quel état la vie était à cette époque-là. On était menacé par une violence quotidienne, mais aussi il y avait, et encore plus pire, c'est pour ça que je dis que je suis assez triste qu'on s'approche avec notre époque, à l'époque de Shakespeare, il y avait la peste. Et il y avait 50 mois de la vie de Shakespeare, le globe était fermé. Donc, on a de la marge encore, hein. Oui. On n'en est pas là. Donc, tout ce qu'on a vécu dans la pandémie, c'était un peu pour les contemporains de Shakespeare, c'était normal que les théâtres étaient fermés et jamais dans sa vie
Shakespeare a écrit sur la pandémie ou sur la peste. Pour moi aussi, quelque chose assez intéressant parce qu'il y avait au début de la pandémie, pendant le premier confinement, il y avait pas mal de journalistes qui m'ont appelé. Est-ce qu'il ne faut pas parler de la pandémie dans le théâtre et tout ça? Difficile de parler ça parce qu'on se fait chier, on reste à la maison. Qu'est-ce qu'il faut Il n'y a pas des grands drames. Peut-être domestique parfois. Oui, mais ce drame était déjà avant la pandémie. Oui, pas que ça les renforce. Oui. Et voilà. Aussi, en ce qui concerne le retour de la guerre. À notre époque, le retour de la guerre en Europe. Donc c'est pour ça que je dis, malheureusement, on s'approche à Shakespeare et malheureusement, on va le comprendre beaucoup mieux parce que ça parle beaucoup des tyrans au pouvoir qui veulent agrandir leur pays, qui sont des impérialistes, qui ignorent la vie des autres, qui sont dans d'une violence horrible. Ouais. Et tout ça, c'est de l'actuel. Mais qui veulent qu'on les aime. Ah oui. Ça, ils veulent quand même être aimés. Ça, c'est un autre discours. Un des sujets du Roi Lear, c'est quand même aussi de troquer le pouvoir contre l'amour. Oui. Mais ça c'est un autre discours qui est un autre endroit. Le discours que moi, je voulais tenir là, c'est... moi, j'ai eu beaucoup de mal avec les acteurs de la Schaubühne à faire comprendre de quel monde on parle. Quand on monte Richard III ou Hamlet, c'est un monde dans lequel, à chaque instant, un pouvoir extérieur peut attaquer le pays et peut soumettre le peuple qui est là. Donc, après cette âge doré qu'on a eu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, la plupart des gens, les jeunes surtout, ne pouvaient pas s'imaginer cette menace. Oui. Et maintenant, ça devient imaginable. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on peut mieux comprendre les enjeux, les contraintes des pièces de Shakespeare. Mais là, il y a une chose absolument formidable qui est reliée à Hamlet sur la question de la réception. C'est que toi, cette expérience-là de la réalité dangereuse, tu l'as fait en tournant par exemple avec Hamlet à Ramallah. Et où tout à coup, quand Hamlet arrive avec la Kalachnikov, enfin il y a cette fameuse anecdote de la Kalachnikov, et qu'il vient pour tuer Polonius, et que la Kalachnikov s'enraye, puisqu'on est en adresse publique, Heidinger, à un moment donné, se tourne vers la salle et demande au public, à Ramallah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment démonter et remonter une Kalachnikov? Et tout le monde a dit oui. Et ça, c'est extraordinaire comme anecdote. Qui sont montés sur scène pour lui aider de solver les problèmes avec la Kalachnikov. Ouais. Donc, cette réalité à laquelle nous sommes en train de nous approcher, finalement, l'universalité de Shakespeare, elle concerne aussi des zones qui sont en plein dedans déjà. Oui, l'époque de Shakespeare était une époque où la guerre était encore un moyen de la politique, et là on vit des moments où ça revient. Et j'ai lu aujourd'hui dans les journaux que les Polonais sont en train d'apprendre à tous les Polonais, le gouvernement polonais est en train de faire apprendre à tous les Polonais comment utiliser une arme. Donc, c'est horrible. C'est horrible et il faut toujours et à chaque moment avoir ça dans l'arrière-tête que
le temps de Shakespeare était une époque violente, plein de violence, en guerre à chaque instant. Et encore pire, il y avait ce moment de la religion catholique, donc tout le continent était catholique. En Angleterre, cette jeune religion protestante était née il y a 50 ans. Donc il y avait à tout le moment cet conflit entre les catholiques et entre les protestants. Et donc il y avait à tout le moment le menace que les Français, par exemple, mais aussi des autres pouvoirs continentaux, envahissent l'Angleterre pour restituer la religion catholique. Donc il y avait aussi cette, pas seulement la question de la guerre impérialiste, entre autres l'Espagne, et la bataille avec l'armée Spanische Armada, l'armada espagnole, mais aussi la question de la religion. Et ça se retrouve dans presque tous les textes de Shakespeare, entre autres, est très important dans Le Roi Lear. Et moi, la lecture préférée de toutes les pièces de Shakespeare, c'est que Shakespeare lui-même était catholique. Il était catholique dans un monde où c'était interdit et puni par la mort de vivre sans religion catholique. Et moi, je pense que cette notion façade et vérité, donc derrière ma façade, je suis quelqu'un d'autre et je dois me cacher. Dans le Roi Lear, c'est Gloucester, Edgar, Kent qui se déguise, Edgar qui se déguise. Donc on était forcé de prendre une autre apparence et de cacher l'identité. Nous, on est obsédés par l'identité aujourd'hui, mais je pense qu'à ce moment-là, à cette époque, la société était encore déjà avancée parce qu'il s'est occupé de comment cacher l'identité ou pourquoi on est forcé à cacher son identité. Et moi, je pense que Shakespeare il était fasciné de cette question-là parce que c'était son expérience à lui dans le quotidien. Il était menacé tous les jours d'être découvert, d'être quelqu'un qui a encore la foi catholique. La foi catholique, oui. Die katholische Leber. Le foi catholique. Oui, ça c'est un des aspects, pas le seul évidemment, qui caractérise ton personnage de Hamlet dans le spectacle que tu as fait avec Lars Eidinger. Pour toi, alors évidemment, Hamlet joue à être fou pour pas se faire descendre, hein, tout simplement. Mais le lien qu'il a avec la situation d'aujourd'hui, c'est ce que tu dis dans ton entretien avec qui date cette livre, ça a 10 ans. Je suis plus là. T'es plus là. Alors justement, on va voir où on en est aujourd'hui. Tu dis ce Hamlet est également, pour dire que c'est un personnage d'aujourd'hui, ce Hamlet est également un gamin mal élevé et gâté. Il s'agit là d'un phénomène très contemporain, cet égocentrisme démesuré, ce narcissisme excessif, ce manque total d'intérêt pour les processus politiques, cette ignorance pleine de désinvolture avec laquelle on s'exhibe dans les réseaux sociaux, tout cela caractérise des pans entiers de cette génération. Et là, même ma question, ça ne va pas être sur ça, ma question, ça va être sur le... Tu as monté Hamlet avec Lars Eidinger et c'était lui et aucun autre, c'est ça? Et pourquoi c'était lui et aucun autre?
D'abord, dans la sociologie, à cette époque, il y avait même une expression qui parlait de la génération Hamlet en Allemagne. Okay. Donc, la génération qui hésite de s'engager dans la politique, qui préfère de rester dans le doute, dans le... Ouais, il vaut mieux... Une chose tiède. Il vaut mieux pas agir que faire de mauvaises actions. Pourquoi c'était lui? Donc, quand je commençais à me poser la question qui pourrait être le Hamlet, je n'ai pas du tout pensé à lui. Okay. Et j'étais pas, à n'importe quel moment, j'étais convaincu qu'il est capable de faire ça. Et à n'importe quel moment, je savais où on va arriver avec ce spectacle-là ou avec cette mise en scène. On a fêté le 60e anniversaire de la Schaubühne il y a 2 jours, dimanche, et Lars, il a tenu un discours, entre autres. Et il a dit, moi j'ai déjà complètement oublié ça, il a dit que la première et les premières critiques sur le spectacle n'étaient pas du tout positives. Il y avait un grand refus, même en Allemagne, qu'on ne peut pas rendre cette prince romantique dans lequel nous pouvons nous tous retrouver dans sa chagrine, dans son intellectualité, dans Goethe. Il a dit que eine zu große Aufgabe fällt in eine reine Seele. Une tâche trop grande tombe dans une âme trop simple, trop pure. Pardon. Trop pure. Donc il y avait un moment où dans le romanticisme allemand, les intellectuels allemands qui ont toujours eu envie et jalousie de la Révolution française, ils se retrouvaient dans Hamlet parce que c'était l'idéal romantique d'une âme pure, donc les Allemands, une âme pure qui n'est pas capable de prendre l'action politique. Et on était plein d'envie parce que les Français étaient capables. Eux, ils l'avaient fait avec la Révolution française. L'effet de la Révolution française fait que les Allemands se retrouvent dans un personnage anglais. Juste un petit à part par rapport à l'Europe et à la communauté européenne, et pour montrer à quel moment on était déjà des Européens il y a 200 ans. Donc, je voulais dire que quand je me suis mis à travailler avec Lars, je ne savais pas où on va arriver, et de rendre ce personnage, donc l'âme pure, mélancolique, intellectuelle, beau, rendre ça dans un personnage dégueulasse, gros, moche, pas du tout sympa. Les critiques à l'époque, ils n'étaient pas du tout prêtes à entendre ça, à voir aucune avantage de lire cet personnage dans cette façon. Et je me souviens, et je vais dire cette petite anecdote parce que on va, au mois d'octobre, on va aller pendant plus que 2 semaines à New York pour la première fois avec notre version de Hamlet. Et quand on a eu la première était à Athènes de Hamlet en 2008, et après dans la cour d'honneur Palais de Pape à Avignon. Et la première à Athènes, ce monsieur qui était à l'époque directeur artistique du BAM à Brooklyn Academy of Music, donc le seul endroit, ou un des rares endroits où les Américains, des
des États-Unis, accueil du théâtre européen. Il est venu voir la première avec Deborah Warner et Fiona Shaw à l'époque. Et ils sont venus dans les loges après les spectacles. Et ils étaient enthousiastes. Et moi, j'étais flatté parce que c'était des gens que j'admire, des grandes femmes du théâtre. Et lui, très très important pour la promotion du théâtre international à New York. Et puis au bout d'un moment, je lui dis tiens, tu crois qu'il y a une chance de montrer ça à New York? Il me dit jamais, jamais. C'est pas du tout possible. Il fallait donner un autre nom. Il fallait donner Prince de Danemark version trash allemand ou quelque chose comme ça. Et maintenant, après 12 ans, ça fait 12. Ouais. Non, ça fait 2008, plus. Ça fait 14 ans. Presque 15. Presque 15 ans. Ah, donc, après presque 15 ans, on va pour la première fois jouer à New York. Et je suis assez curieux si les New-Yorkais sont déjà prêts à regarder ça. Et voilà, juste pour te dire que... Et ça, j'ai répété dès le début, après la première de Hamlet, c'est un parti. C'est une partie de Hamlet. Oui. Une partie de ce personnage qui est peut-être dans le personnage de Hamlet. Et nous, on a forcé cette partie, et c'est notre version d'Hamlet. Et je suis bien conscient qu'il y a encore 5, 6 différents autres qui ne sont pas représentés dans cette mise en scène. Oui. Et si j'aurais 5 ou 6 vies, je serais capable de montrer tous les 5 ou 6 autres. Les 6 côtés de verre du dé, quoi. Ce multifacette. Oui. Il faut terminer, c'est déjà 19 h. Non, c'est le... non, c'est... Non, mais c'était prévu 1 heure. 1 heure. Pardon? Ah. Et on peut remontrer des photos, non? Oui, on peut remontrer des photos. Comme ça, on est un peu... Et on va peut-être faire un saut du coup avec ce qui se passe ici. C'est un aspect du Roi Lear ou un aspect de La Nuit des Rois. Enfin, les comédies de Shakespeare que tu as montées, avec Constantin Macrass, le Songe d'une nuit d'été, ou que ce soit le Mesure pour mesure, ou que ce soit La Nuit des Rois. Certes, c'est des comédies, mais enfin... Mesure pour mesure, c'est un problem play. Oui, c'est pas vraiment une comédie. Non. Mais même tes comédies ne sont pas vraiment non plus des comédies. Non, moi, je m'amuse on rigole beaucoup. Mais on rigole aussi dans Le Roi Lear. J'espère bien. Et on rigole aussi dans Hamlet, et on rigole aussi dans Macbeth. Donc, oui, mais il y a cette entre la comédie et des aspects plus profonds, plus différents, tu la travailles quand même particulièrement dans tes dramaturgies. Mais ça, ce sont des banalités de répéter maintenant de mon part tout ce que était déjà dit sur la tragédie et sur le comique. Donc, parce que vous voulez que je le répète, vous le connaissez tous. Hein? Dans chaque moment, si tu regardes de l'extérieur, un moment tragique, donc un monsieur qui tombe sur une banane dans la rue, on rigole. Bien sûr. Pour lui, ça fait mal. Donc, dans le moment le plus violent ou qui font mal, qui sont terribles pour les personnages qui est à l'intérieur de cette situation dramatique ou comique, de l'extérieur, vu de l'extérieur,
on peut rigoler. Parce que peut-être... Mais il y a centaines de théories sur la comique. Et je pense que jamais on a vraiment compris pourquoi les êtres humains rient. Ça reste un phénomène inexplicable. Mais il y a une théorie, par exemple, qui dit on rit parce qu'on n'est pas dans la merde. On est content de ne pas être dans la merde. Et on voit que... Et il y a cette fameuse expression qui existe qu'en allemand. Ça veut dire aussi beaucoup sur la mentalité française, qui est cette fameuse mot Schadenfreude. Se réjouir du malheur d'autrui. Se réjouir du malheur d'autrui. Donc ça dit beaucoup sur la mentalité allemande, si ce mot existe en allemand et pas dans les autres langages. Voilà, le comique, le tragique. Dans le Roi Lear, par exemple, ou dans la dramaturgie, existe cette expression comic relief. Et je dois avouer que moi, je fais cette expérience avec un des spectacles que j'ai monté pour la première fois dans ma vie, qui était Shopping and Fucking. Et Mark Ravenhill. Et les gens dans la salle étaient à mort de rire. Et c'était cruel pour toi. Non, attends. Ils étaient les premières 1h30, ils ont rigolé à un point on ne peut pas s'imaginer. Oui. Et au bout d'un moment, arrive la violence. D'une profondeur, d'une monstruosité et d'une violence. Dans chaque représentation, il y avait des gens qui sont tombés dans les pommes. Chaque représentation. À Avignon, les gens, parce qu'ils ne pouvaient plus, ils se sont levés pour sortir et ils sont tombés les escaliers. Le secrétaire de l'Union Théâtre Européen, Elie Maika, il était voir la représentation dans la baraque à Berlin. Mais il est tombé. Il était bewusstlos. Inconscient. Il y avait Krankenwagen. Et il y avait une ambulance qui est venue. Une ambulance qui est venue lui chercher. Donc l'ambulance est arrivée dans la salle. Ils lui ont sorti du théâtre. Moi j'étais à la porte. Je dis, comment ça va? Je suis trop triste. Il se il a retrouvé conscience. Oui. Il a dit, c'est magnifique, continue. Mais je pense que ça a marché et depuis je travaille un peu dans cette direction. Mais là, je veux vraiment dire un secret que j'ai jamais publié. Si tu ouvres les gens avec le rire dans la première partie du spectacle, quand la tragédie arrive, les âmes et tout le corps est ouvert à un point où quand la violence arrive, ça va juste au cœur. Totalement. Et si les gens, dès le début, se disent « Ah, c'est une tragédie, c'est triste. » Ils ont dit « Oh, qu'est-ce que c'est triste ?» Mais quand ils ont ah, dis donc, c'est une tragédie, ça s'appelle Roi Lear, mais on s'amuse bien, c'est drôle. Dans une situation pareille, quand arrive l'aveuglement, par exemple, c'est... j'arrête de publier ce que je fais. Oui, l'aveuglement de Gloucester. Peut-être juste pour terminer, 2-3 petits mots sur le travail avec les acteurs. Moi, je me suis de temps en temps faufilé dans la salle de répétition. Je l'avais fait déjà. Ah oui? Tu le savais pas parce que tu me cachais d'en haut parce que je savais que tu n'aimes pas ça. Et parce que voir Thomas travailler avec les acteurs, c'est absolument fascinant. Il y a cette
je te voyais au fur et à mesure des répétitions, et même dans les dernières répétitions, tu donnais encore des indications nouvelles sur les raisons pour lesquelles tout à coup Gonril réagit comme ça, dit ceci, la manière dont son corps doit se placer, et ça allait vraiment jusqu'au bout. Est-ce que donc parce que oui, moi-même, pourquoi parce que moi-même, je suis dans la salle de répétition, dans la répète, et je me dis, mais Thomas, tu étais aveugle parce que je monte du Shakespeare pour mieux comprendre Shakespeare. Et quand tu vois les scènes trois-dimensionnelles devant tes yeux et les personnages arrivent d'être incarnés par les acteurs, d'un coup tu te dis mais oui, tu comprends toutes les références à l'intérieur de la pièce. Tu comprends que de la première scène, Kent parle des yeux, d'aveuglement, de sors de mon regard, Lear dit, et Kent il répond ouvre tes yeux. Et 3 heures plus tard, on voit l'aveuglement de Gloucester, et puis les références à l'intérieur de la pièce sont sublimes. Et bien évidemment, maintenant que je comprends et j'arrive à suivre le français, je me rends compte que pendant une répétition, je comprends les références et je comprends beaucoup mieux la situation du personnage, les objectifs, les buts, l'attitude. Et c'est pour ça que je ne peux jamais arrêter de travailler, de donner des indications. Et heureusement, et ça c'est aussi quelque chose que je dis à Denis à la fête de la première, jamais j'ai rencontré un acteur qui joue un rôle principal et immense, avec un poids sur ses épaules. Personne ne peut s'imaginer. C'est la première fois qu'on joue le roi Lear à la Comédie Française. C'est lui dans le rôle titre. C'est Ostermeyer à qui on attend toujours quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a beaucoup de pression. Et lui, jusqu'au dernier moment, il était à l'écoute, mais pas seulement à l'écoute, il était jusqu'au dernier moment reconnaissant du fait que je donne encore des nouvelles indications, et il a très très bien compris lui-même que on est en train d'améliorer le personnage, la situation, la pièce, la dramaturgie. Mais la plupart des grands acteurs avec qui je travaillais, Anne Tisma, avec laquelle j'ai fait La Maison Poupée, qu'on a aussi montré pas mal en France. C'est vrai. Arrête Thomas, arrête de me dire, tu me laisses tranquille maintenant, je ne veux plus rien entendre, c'est à 10 jours avant la première. Marche pas ça. Oui, ça peut marcher, mais moi je préfère autrement. Explorer. Bien voilà. Ben, ça sera le mot de la fin. Il est 19h15. Merci.